je vais essayer de vous plonger dans un système qui est totalement différent au système français. C'est pour ça, je pense que je dois décoder certaines choses que, je dirais, des citoyens d'un pays centralisé, vivant dans une, je dirais, démocratie présidentielle, ont parfois du mal. Un pronostic pour les élections de ce dimanche est pour le moment, au fond, impossible. Pourquoi? Nous avons en Allemagne 60 millions d'électeurs, dont 58% âgés plus que 50 ans, et entre 40 ou minimum 40% vont voter ou votent par correspondance, un moyen qui n'est pas aimé en France, mais qui est une tradition allemande. Dernières élections, c'était déjà 28%. J'ai utilisé également ce moyen. Par exemple, à Berlin, j'ai dû me remplir 5 bulletins différents pour 5 votes différents. 40% des gens ont dit qu'ils sont indécis. Et si vous voulez, la proximité de beaucoup de gens du passé vis-à-vis de partis politiques s'est réduite. Et deuxièmement, les gens ont du mal aujourd'hui, au plus de mal, de dire aux sondeurs ce qu'ils vont voter, ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, au fond, dans tous les sondages que vous lisez, même dans les journaux français, sur l'Allemagne, il faudrait ajouter, attention, plus ou moins 5% erreur, marge d'erreur. Et c'est pour ça que ça rend difficile, extrêmement difficile, de faire un pronostic. J'ose un seul pronostic aujourd'hui, c'est le futur gouvernement. Il y aura minimum 3 partis politiques différents pour la première fois, et ça rendra toute formation gouvernementale plus difficile que dans le passé. Il y a même un risque d'instabilité en Allemagne. Tout dépendra de la composition finale du Bundestag. Il y a même un risque, je dirais, que je n'exclus pas du tout pour le moment. Je peux avoir tort, j'espère, qu'on aura de nouvelles élections au mois de décembre ou au mois de janvier. Peut-être, j'espère qu'on aura au mois de décembre, avant Noël, un nouveau gouvernement. Jusque-là, Madame Merkel sera ce qu'on appelle le caretaker, un caretaker gouvernement seulement. Et tout est bâti sur un système électoral très particulier. Chacun a deux voix. L'une pour le candidat de la circonscription et l'autre pour une liste d'un parti. Et il y a une règle additionnelle, minimum 5% des votes sur la liste, sauf pour des minorités régionales, par exemple les Danois. Il se peut qu'on aura pour la première fois de nouveau un Danois au Parlement allemand, pour la minorité danoise dans le nord, dans le Schleswig-Holstein. Mais c'est un système qui a un certain sens de perfection, mais pour une fois dans le sens négatif. C'est-à-dire, on essaie toujours de faire l'équilibrage entre la première et la seconde liste. Du coup, les mauvaises langues disent que le Parlement allemand pourrait comprendre 950 députés, jusqu'à. Sachez simplement, à l'origine, l'idée était 598. Actuellement, on a déjà 709. Et certains calculs disent jusqu'à 950. D'où, c'est-à-dire, on ne réduit pas, on ajoute toujours. Et c'était impossible de trouver un accord sur une réforme de ce système où les uns inculquent toujours les autres de vouloir tricher là-dessus, ou vouloir tirer le tapis vers eux, vers leur parti et pas vers l'autre. J'ai eu dernièrement à cet égard un long débat lors d'un séjour en Pologne avec des députés écolos, social-démocrates et libéraux qui m'ont dit le risque est là que même les groupes futurs au sein du Parlement allemand, si on arrive à cet agrandissement, ce seront des groupes parlementaires en contrôle. Surtout beaucoup de jeunes qui entreront, pas du tout habitués à une discipline d'un parti politique, et en plus beaucoup plus à gauche que le centre de leur parti.
Ça, on le verra. C'est surtout un risque pour M. Scholz, c'est un risque pour les Verts. Lorsque je regarde les protagonistes, vous avez d'un côté le Parti social-démocrate qui est en tête des sondages actuels, avec Olaf Scholz, hambourgeois, ancien ministre des Finances jusqu'à maintenant, qui a mené une campagne dans le style pas de vague. Je suis le successeur légitime de Merkel. Il la copie même sur la tenue de main, ce qu'on appelle die Merkel-Raute. Et on appelle aussi dans la presse, un petit peu de manière critique, M. Baldrian, ce sont des gouttes pour calmer les uns ou les autres, ou M. Teflon, vous connaissez les poils, qui sont un petit peu... Il met de côté tout scandale où il a été mêlé. Pour moi, une campagne menée de manière extrêmement professionnelle. Le PS français pourrait apprendre de cette campagne, évidemment avec un risque qu'il aura un groupe tout d'un coup derrière lui qui sera tout à fait à gauche de lui. Et de l'autre côté, nous avons les chrétiens démocrates, avec une descente aux enfers, si l'on veut. Ils étaient dans les sondages il y a 6 mois, 9 mois, au milieu de 30%, 35, 38 même au sommet, descendus jusqu'à 20. Et je dirais, avec une campagne extrêmement difficile, voire malheureuse, souffrant de ce qu'on appelle l'effet Merkel. Parce que tout successeur, d'abord Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK, et ensuite Armin Laschet, ont eu du mal de prendre certaines distances nécessaires vis-à-vis de Angela Merkel, dans un sens de développement du sujet du futur. Et nous verrons, Laschet est un homme qui a une longue expérience politique, européen convaincu, convaincu du franco-allemand. Peu de monde est au courant que Armin Laschet a été, il y a quelques mois, pas dernièrement, 4 heures chez Emmanuel Macron pour s'expliquer de la future politique franco-allemande européenne. Actuellement, il gère une coalition avec les libéraux en Nordrhein-Westphale, le plus grand land allemand, avec pas mal de succès. Troisième groupe, les Verts ou les écolos, avec une candidate, une femme, jeune femme à la tête. C'était le grand espoir. Tout d'un coup, envoyer en Allemagne les Verts au-dessus de 20%, sinon vers 25%. Même un lead, même on parlait d'une chancelière future. Mais ensuite, il y a eu aussi une certaine descente, une chute, par une campagne, je dirais, extrêmement maladroite, avec un CV qui a été embelli, avec certaines tendances, tout d'un coup hors contrôle aussi. Du coup, aussi, aujourd'hui, elle a du mal avec la composition de son groupe, qui est plutôt à gauche d'elle, et elle a fait un saut de nouveau vers le retour vers la gauche depuis quelques semaines. À côté de ça, je dirais 3 partis à regarder de près. Un, les libéraux, qui sont jugés entre 9 et 14%. Là, vous voyez les marges. Axé surtout autour d'un homme, Lindner, qui est leur chef de parti, qui a essayé d'essayer la résurrection des libéraux en Allemagne. L'AfD, l'extrême droite, jugée autour de 10%, une véritable extrême droite. Et Die Linke, en grande partie des anciens communistes, anciens de la gauche, avec un personnage assez connu, même en France, Oscar Lafontaine, jugé entre 5 et 7%. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour l'Europe et pour le franco-allemand? Je le regarde avec, je dirais, avec une certaine préoccupation, parce que pendant toute la campagne, les sujets qui brûlent pour le futur de l'Allemagne n'ont pas joué de rôle. On parlait de l'Allemagne verte, on parlait du climat, mais en réalité, on ne parlait pas des sujets comme le futur de l'industrie allemande dans le contexte carbon neutral,
comment on appelle ça? On ne parlait pas des grandes technologies nécessaires pour assurer la survie de cette économie. On ne parlait pas du tout. Un petit peu de digitalisation. On ne parlait pas de l'état réel des infrastructures en Allemagne qui ont été négligées en partie, mais c'est surtout l'affaire des Länder, c'est même pas l'affaire du gouvernement fédéral, en grande partie. On ne parlait pas de l'état réel de l'administration qui n'est pas aussi bon que ça, qui a certains retards, si vous voulez. Et lorsque je regarde les trois grands sujets à traiter avec la France, un, le climat, deux, le post-Covid, trois, la défense, il y a assez de débats à prévoir. En tout cas, s'il y a une participation des Verts, la France doit être préparée à ce que des Verts diront plus de soutien européen pour l'énergie nucléaire. Point. Il est vrai que les Allemands, dans le passé, ont commis une série, je dirais, d'erreurs, voire de voies erronées dans le domaine du climat, dans le domaine de l'énergie. Par exemple, lorsque nous avons décidé l'arrêt du nucléaire pour 2020 à l'époque, 2022, on aurait dû, au fond, d'abord sortir du charbon, qui est connu à l'ouest de l'Allemagne et aux Sachsen-Anhalt. Mais à l'époque, en Westphalie, il y avait un gouvernement écolo. Et le gouvernement vert de Westphalie avait demandé aux confrères à Berlin, ne touchez pas notre pote, ne touchez pas l'énergie du charbon, parce que c'est le consensus dans la région, c'est important pour l'emploi, surtout ne touchez pas. Alors, les Verts avaient un sujet commun, l'antinucléaire, ils sont axés sur le nucléaire, sorti. Et malheureusement, je dirais, Mme Merkel a pris le signal Fukushima comme un signal d'arrêter définitivement, de maintenir cet arrêt pour la fin de 2022. Or, pour moi, elle aurait dû garder du moins les 4 centrales nucléaires les plus grandes pour plus longtemps, pour avoir une certaine base, un backbone, une épine dorsale pour l'énergie de ce pays. Elle ne l'a pas faite. Elle a dit le nucléaire, en réalité, n'avait jamais de majorité en Allemagne et c'est pour ça que j'ai renoncé. Décision, je dis, opportuniste quelque part, mais aussi compréhensible. Or, les Allemands ont depuis lors, essayent depuis lors de développer le réseau nécessaire pour les éoliennes et le photovoltaïque. Sur le 10 000 km prévus, il y a 200 qui sont réalisés parce que personne ne veut avoir les pylônes dans son environnement. Et sous terre, c'est un peu cher, semble-t-il. Et en même temps, non seulement ça, nous avons aujourd'hui l'énergie la plus chère en Europe. C'est curieux que je paye pratiquement pour la même quantité le double à Berlin vis-à-vis de Paris. C'est vrai, en France, on pourrait dire que c'est peut-être subventionné, mais ici, ça va dans le sens négatif. Pour moi, c'est une politique énergétique qui est ratée, qui est en pagaille aussi, et qui laisse toutes les questions importantes pour le futur de l'Allemagne économique et industrielle ouverte. D'où un véritable défi pour le successeur de Merkel, un défi que Merkel et Scholz, les deux, il faut le dire ensemble, ont laissé pour les successeurs, y compris la question du gaz. L'Allemagne a toujours eu besoin du gaz. Je sais que le Nord Stream 2, la pipeline additionnelle avec la Russie a été contestée, même en France, à mon avis à tort. On peut en discuter si vous voulez. Mais on aura, en tout cas, on aura besoin de gaz d'une certaine quantité à partir de différents fournisseurs. C'est normal aussi. Mais équilibrer tout cela et assurer vraiment une sécurité de l'énergie pour l'Allemagne et surtout pour ces industries qui ont besoin, c'est-à-dire la chimie, le véhicule, etc., ce sera assez dur. On verra.
Deuxième grand sujet et difficile aussi pour la France. D'ailleurs, certains en Allemagne souhaitent l'arrêt immédiat de la centrale nucléaire de Cattenom. Pas seulement Fessenheim était le souhait des Allemands, mais aussi Cattenom. Au lieu de dire, bien, on accepte, on se tolère mutuellement, les Français acceptent nos éoliennes et nous acceptons le nucléaire de l'autre côté. Pour moi, une des grands ratés de la politique européenne est que jusqu'à présent, en réalité, nous n'avons aucune politique commune énergétique européenne. Pour moi, c'est à zéro. J'ai travaillé dans ce domaine pendant assez longtemps, à partir de mon temps au sein du gouvernement, jusqu'à un temps récent. Pour moi, c'est une des grandes ratées de la politique européenne et jusqu'à maintenant, Bruxelles n'ose pas attaquer le sujet. Je dis aussi à cause de l'opposition, je dirais France et Pologne, pour exagérer. Deuxième grand sujet, post-Covid. Je pense qu'il y a eu un effort commun franco-allemand, Macron et Merkel, pour lancer une belle reprise de l'Europe post-Covid avec des moyens additionnels. Je dis bien joué. Ils auraient pu l'avoir de manière plus simple. Bien, de temps en temps, bien, on le fait de manière plus compliquée. Mais pour moi, ce n'est pas mauvais. Moi, j'ai en tête une idée, c'est simple. Pour moi, c'est un des piliers du futur Fonds monétaire européen. Si c'était ça, mais je ne sais pas si Paris a compris. Évidemment, les Français souhaitent introduire lors de leur présidence un autre sujet, la révision des critères de Maastricht pour l'euro. Ce sera un sujet avec n'importe qui allemand qui sera extrêmement difficile. Mais moi, j'aurais déconseillé l'Élysée d'attaquer le sujet de manière formelle sous présidence française. Surtout, ça a l'air pour les Allemands d'être un sujet de campagne électorale. Ça, on n'aime pas en Europe en général. Mais ce sera un des sujets, comment revoir les critères de Maastricht qui ont été déjà révisés une fois, parce qu'on a oublié entre-temps, dans la période de Jean-Claude Juncker, président de l'ECOFIN. Troisième grand sujet, où il y aura des problèmes franco-allemands sans doute, c'est la défense. Pour une politique à la française, il n'y a pas de majorité en Allemagne. Il n'y a même plus de majorité pour une participation de l'Allemagne à la stratégie nucléaire de l'OTAN. D'où une grande difficulté. Que faire sous ces conditions avec les Allemands? On me pose relativement souvent à Paris cette question, comment attaquer le sujet? Ce sont d'un côté les ratés du passé. Madame Merkel n'a jamais osé ou n'a jamais voulu attaquer le sujet défense au sein du Bundestag. Nous avons quelques années de ratés au sein de la défense avec Madame von der Leyen et Monsieur von Guttenberg. Difficile à rattraper maintenant, seulement par un coût additionnel que l'électeur n'aime pas voir, et surtout avec un débat sur l'utilisation de l'armée allemande en concert avec les autres Européens. Aujourd'hui, une utilisation de l'armée style Afghanistan n'est plus faisable. Déjà, Mali est sous pression. D'où, pour moi, raté de la politique allemande, qui n'a pas su en faire un sujet, un grand débat, et raté aussi de nos alliés. Je fais le plaidoyer depuis des années vis-à-vis des amis français, s'il vous plaît, essayez de contribuer à l'éducation des Allemands. Ce que nous avons fait dans les années 90 pour normaliser l'Allemagne et la défense de manière progressive, on a réussi en partie. Afghanistan, pour moi, était un setback. L'Irak aussi, d'autres sujets également. Et on a du mal à rattraper cela. D'où toute réflexion, et j'ai eu dernièrement de longs débats avec des députés, comment ramener progressivement l'Allemagne et comment trouver un rôle raisonnable, même pour l'armée allemande, aux côtés des autres Européens. Mais en tout cas, ce sera un sujet difficile pour le côté français. Ça, je m'arrête là. Ce sont pour moi les trois grands sujets. Politique étrangère, on va pouvoir faire des Allemands, oui, mais il faut
aussi là aider les Allemands pour réduire un petit peu leur réflexe de vouloir transmettre nos valeurs européennes au monde entier. Pour moi, c'est un échec. Pour moi, l'échec flagrant Afghanistan, c'est l'exemple, parce qu'au fond, nous ne sommes même pas d'accord entre nous quelles sont les valeurs réelles de l'Union européenne, en réalité. D'où notre difficulté, par exemple, en interne déjà, de traiter l'affaire Pologne et Hongrie. Mais ça, je peux vous répondre de manière plus profonde si vous le souhaitez. Je m'arrête là. Prêt à vos questions. Le premier, je pense qu'on était assez prêt à l'entendre parce que qu'il n'y ait pas de politique énergétique européenne, je pense que nous en avons tous pris conscience. Ce qui nous interpelle, nous Français, c'est que des objectifs aussi ambitieux aient été confirmés, y compris très récemment, et pour le moment, aucun parti politique allemand ne semble avoir pris des distances par rapport à cet objectif, alors que le réalisme veut qu'on ne voit pas très bien comment ils peuvent être tenus, compte tenu, comme tu l'as dit, des contraintes industrielles considérables que cela représente et de l'attitude générale du peuple en Allemagne qui, bien qu'il soit d'accord sur les principes, ne souhaite surtout pas que ça se fasse aux dépens de ses paysages ou aux dépens surtout de son porte-monnaie. Donc, sur ce point-là, je me pose la question de savoir comment tu vois, est-ce qu'il y a un parti qui va être finalement plus réaliste sur ces points-là qu'un autre? Certes, il y a du moins deux. Ce sont les chrétiens démocrates et les libéraux. Les sociodémocrates se cachent derrière les verts, et les verts, je dirais, rêvent. Pour moi, ils se trouvent sur leur nuage, quelque part, en rêvant d'une société aussi industrielle, bien différente que nous l'avons aujourd'hui. Mais comment le financer, comment le faire, comment atteindre ce qu'on appelle la durabilité d'une telle économie, point d'interrogation. Mais ça ne veut pas dire que je ne vois pas, par exemple, j'ai de très bons contacts avec un certain nombre de Verts au sein du Bundestag. Avec eux, on peut travailler, on peut discuter, et on peut discuter ce que j'appelle des points communs. Par exemple, dans le domaine nucléaire, rien à faire. C'est terminé, fini. Le seul qui a soulevé le sujet dernièrement dans la campagne, c'est Laschet lui-même. Laschet a dit, bien, nous avons fait une gaffe. On aurait dû commencer avec le charbon. À l'époque, c'était encore plus facile, mieux possible qu'aujourd'hui. On aurait dû attaquer là et prendre le nucléaire plus tard, du moins garder un noyau dur de centrales nucléaires. On aurait dû garder. Mais pour moi, ce qui pourrait aider les Allemands à dépasser cette situation, c'est une proposition que j'essaye désespérément de relancer, c'est la construction pratiquement obligatoire d'interconnecteurs entre nos pays. Vous savez ce que c'est? Par exemple, pour moi, le modèle se trouve sur la frontière espagnole avec la France, mais côté français, un interconnecteur qui permet d'exporter l'énergie nucléaire française vers l'Espagne et de recevoir l'énergie éolienne de l'Espagne vers la France. Et avec une grande taille, ça marche bien. Il faudrait de tels interconnecteurs pratiquement entre tous les pays européens. Aujourd'hui, nous avons la situation, je dirais, folle. Lorsqu'il y a beaucoup de vent en Allemagne, les Allemands exportent à prix zéro leur énergie vers la Belgique et les pauvres Belges doivent arrêter leur centrale thermique. Et ça leur coûte un argent énorme. Les Pays-Bas ont le même problème. Et de l'autre côté,
on aurait dû ouvrir et s'occuper davantage de la frontière polonaise. Parce que les Polonais ont cette dépendance énorme du charbon. Il fallait indiquer aux Polonais dès le départ, nous allons vous aider à réduire progressivement votre dépendance, qui est à l'emploi en Pologne, qui est la sécurité aussi énergétique, d'où cette, je dirais, décision que je juge totalement fausse, totalement erronée de la Cour européenne de justice, de punir maintenant la Pologne à cause de la situation de lignite sur la frontière avec la Tchéquie. Je comprends tout à fait, je respecte entièrement les soucis des communes autour, oui, qu'il fallait prendre en considération, et c'était possible, mais malheureusement, Bruxelles n'a pas aidé du tout dans ce domaine. Il fallait aider les Polonais à, je dirais, face saving, qu'on appelle, et en même temps à garder quelque chose qui représente pour eux 5% de leur énergie. Et on ne l'a pas fait. Mais on aurait dû intégrer davantage la Pologne au-delà de la frontière. On aurait dû le faire. Par exemple, pour moi, il devrait être une base de toute politique européenne qu'on puisse échanger en disant 30% de la consommation énergétique d'un pays par l'aide des voisins. Ça développerait une solidarité commune et une entreprise commune, un esprit commun. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est pour moi une des clés, quelque part, pour aider les uns et les autres. Or, évidemment, les Allemands ont des problèmes, je dirais, administratifs énormes. D'ailleurs, en France, on commence aussi à vivre ce problème. Les Allemands, pour les éoliennes, ont commencé à lancer les grands réseaux du nord au sud pour aider la Bavière surtout, et le Baden-Württemberg, région industrielle. Et de ces 2000 km prévus, bien, on a réalisé jusqu'à maintenant, grâce aux citoyens, 200 km. Parce que personne ne veut avoir les pilons dans son environnement. Personne ne veut avoir non plus sous l'inter parce que ça dérange les vaches, etc. Il y a une lenteur administrative énorme à cet égard. La même chose vaut pour des modernisations, par exemple des chemins de fer, pour la modernisation d'autoroutes, etc. Il y a cette lenteur administrative que nos derniers gouvernements n'ont pas du tout su surmonter. Et qui est d'autant plus perturbante que, comme je le disais, les équipements sont la propriété des citoyens et des paysans. Donc, à la limite, s'ils décident de ne pas investir, qui va les forcer? Non, mais attention, l'Allemagne est gouvernée, si vous voulez, par 4 grands dans le domaine énergétique, privés, en partie où il y a les Länder ont leur mot à dire, et en plus par des régimes municipaux autour de ça. Le pouvoir central est très faible à cet égard. Ils ont certaines compétences pour les grands réseaux, oui, mais ils n'ont pas su imposer une certaine rapidité. Et ce qui me choque d'ailleurs, mais c'est la question que je vois sur mon petit écran à côté, ce qui est le plus curieux pour moi, ni la défense, ni ce sujet-là a joué un rôle dans la campagne électorale. Mais je suis allé aussi loin. On m'a posé dernièrement la question, mais et l'Allemagne en Europe et dans le monde, je dis oui, mais on a un problème sur la capacité de l'Allemagne de rester un allié fiable au sein de l'OTAN, comme un allié et un précurseur dans les affaires européennes. Là est mon souci principal. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Oui, je crois qu'il y a Louis Gunderman qui souhaite. Je vais le laisser directement. Je lis la question, je le vois, ce qu'on appelle les Überhangmandate. C'est une particularité allemande. Même aujourd'hui, dans le Bundestag, il y a sur les 709, il y a une centaine de ce qu'on appelle les Überhangmandate pour rééquilibrer.
Il est vrai, la Cour constitutionnelle allemande a demandé au gouvernement de changer, mais je ne sais pas qui est plus croyable, plus crédible, les uns ou les autres, qui disent oui, les autres ont saboté, ah non, c'était les autres, et on n'a pas su faire une réforme. Dernièrement, un député allemand m'a dit, écoutez, je rêve d'une situation après les élections impossibles où il y aura une alliance entre tous les partis pour arrêter ce monstre dans le système allemand. Mais l'écoulement de la CSU en Bavière a d'autres raisons. Ce que j'appelle, c'est un problème Zoda. Zoda a été poussé par certains, je suis le candidat idéal. Non, non, pas du tout. Zoda n'était pas du tout vendable à la majorité des chrétiens démocrates. Et lui, il a un souci, en réalité. Depuis un an, on voit dans les sondages en Bavière qu'il est en dessous des 40%. Donc, clairement, impossible de former un gouvernement tout seul à majorité absolue ou être près de la majorité absolue. D'où un souci énorme pour lui pour 2023, prochaines élections en Bavière. D'où la recherche d'un profil qu'il a poussé jusqu'à, je dirais, jusqu'au bord du nuisible pour le grand frère ou la grande sœur, les chrétiens démocrates. Et s'il y a bien la nuit des longs couteaux, si Laschet perdait les élections, ça ne va pas seulement toucher Laschet et la CDU, ce sera aussi la CSU qui sera profondément touchée. La personne qui a posé cette question est-elle satisfaite? Oui, Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très clair. Et peut-être juste une question liée. Est-ce qu'il faut les 2 tiers au Bundestag pour changer les Oberratsmandate ou c'est aussi au Bundesrat qu'il faut une majorité? Je vous dis franchement, je ne sais pas par cœur, je devais regarder. Normalement, c'est 2 tiers du Bundestag, évidemment. Et je pense aussi que le Bundesrat, vu les listes, a son mot à dire. Je pense aussi qu'il faut une double majorité. Je pense. Mais je devrais regarder dans la loi fondamentale. Mais écoutez, c'est tout simple. Lors des derniers essais, il y avait un accord au sein du Bundestag, sous direction de M. Schäuble, du président, qui avait élaboré ça au bureau. Et ce sont rapidement les sociodémocrates qui ont dit non. C'est tout. Et c'est resté là. Malheureusement, je dis malheureusement. L'écroulement aussi de la CSU en Bavière, Söder n'a pas les mêmes personnages que les prédécesseurs. Ça, il faut voir aussi. Et en même temps, la jeunesse, je dirais en dessous de 40 ans, est beaucoup moins liée de manière traditionnelle à un parti ou à un autre. Ils sont beaucoup plus ouverts à cet égard. Ah, oui. D'ailleurs, un phénomène qu'on voit aussi en France. Oui, oui, tout à fait. François a posé une question. Est-ce qu'il peut préciser sa pensée? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir M. Bitterlich. La question est simple, c'est peut-on imaginer que le temps de la formation d'une nouvelle coalition à 3 partis et l'accord obtenu ne soit réalisé qu'au printemps 2022, mars-avril, privant ainsi le président Macron de faire avancer son agenda européen au cours de la présidence française? Et donc je voulais savoir quelle était l'opinion de Joachim Bitterlich, parce qu'encore une fois, le couple franco-allemand serait en quelque sorte désynchronisé dans cette espèce de volonté d'avancer ensemble. Des problèmes de ce genre, nous les avons eus dans le passé. Je vous cite un exemple, 1994, mois de septembre, élection allemande, ensuite 1995, la succession de Mitterrand à l'époque, en France. Et à l'époque, j'avais reçu une simple instruction du chancelier, vous m'organisez la présidence de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de vent.
une présidence de routine. Faites attention à positiver, oui, à trouver des sujets positifs, hein, et minimum d'implication dans la campagne. Or, maintenant, je regarde l'actualité et j'avoue, je suis en désaccord avec certains à Paris. Lorsque je regarde de manière réaliste une présidence française, quels sont les bons moments pour lancer des initiatives? La meilleure, ce sera le mois de décembre, avant la présidence. Et à partir du mois de février, les autres Européens considèrent la France en campagne électorale, jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juin, jusqu'aux élections parlementaires, qu'on aura 4 semaines après, au mois de mai, fin mai, je pense. Et les autres Européens n'aiment pas que quelqu'un utilise sa présidence pour quelque chose qui a ce qu'on appelle un petit haut goût électoral. Et c'est pour ça mon conseil aux amis parisiens a été réfléchissez bien et essayez de lancer, regardez derrière les coulisses avec les amis, même allemands, des différents partis, vous avez les contacts, et lancer des initiatives ou un programme plutôt décembre, début janvier. Et ensuite, laisser les instances de l'Union européenne travailler et accompagner ça de manière positive, mais attention à toute initiative à partir du mois de février. Les autres regarderont d'un œil, je ne dirais pas enchanté, disons ça comme ça. Du coup, évidemment, il se peut que l'Allemagne, je n'espère pas, hein, devra procéder à de nouvelles élections, fin de l'année, début de l'année. L'expérience veut, on a toujours mis entre le mois de septembre jusqu'à début décembre pour former un gouvernement, parce que les Allemands ont cette habitude, ce n'est pas l'Élysée qui décide le programme et les ministres, c'est élaboré dans un contrat de coalition entre les partis. Et cette fois-ci, on a une difficulté additionnelle. Chez les socialistes, toute l'aile gauche demande une consultation des membres. Or, comme les membres sont à gauche, plutôt, ils sont contre une coalition avec les chrétiens démocrates déjà. Ils rêvent d'une coalition avec les Verts et avec die Linke, avec les communistes, les ex-communistes. Mais qui, à mon avis, qui auront du mal à trouver une majorité et du mal à trouver un accord sur certains sujets. Et en plus, la même voix va s'élever chez les Verts. Les Verts ont aussi cette tradition. Jusqu'à maintenant, ils ont une majorité assez faible, pragmatique, au sein du Parlement, au sein du groupe, qui marche assez bien. Et c'est, je veux dire, 55% ont toujours peur de devoir consulter les membres, parce qu'à partir de là, c'est hors contrôle. Et ça donne une difficulté additionnelle cette fois-ci. C'est pour ça, si tout va bien jusqu'à Noël, ce sera bien. Aucune garantie pour la France, mais ça, l'Europe a toujours vécu dans des élections. Les élections étaient toujours au mauvais moment. C'est la tradition européenne, si vous voulez. Oui. C'était jamais le bon moment. Hein. Ouais. Oui. Et moi, je me souviens, j'ai dû co-organiser 3 présidences allemandes, une à partir de Bruxelles et les deux autres à partir de Bonn. Et c'était toujours une période ou une pré-période électorale. Ouais. Léo, tu as posé une question à laquelle je pense que Joachim a répondu partiellement, mais tu peux la reformuler? Oui, bonjour et merci pour cette conférence. En fait, ma question, c'était effectivement, ça a été mentionné sur la question du débat européen à proprement parler en Allemagne, donc parmi les politiques, mais aussi peut-être plus au niveau des citoyens.
quel est l'état, on va dire, de la pensée européenne en Allemagne? Bien, je ne peux pas vous donner l'opinion officielle à cet égard. En tout cas, dans la campagne, l'Europe n'a pas joué de rôle du tout, même soigneusement évité par la majorité. Dans les débats télévisés, aucun rôle, ni l'OTAN ni l'Europe. Politique étrangère inexistante. Et en allemand, on dit klein, klein. On est resté dans des petits sujets, sans toucher les grands sujets qui sont vraiment devant nous. On parle, tout le monde parlait, on crée un ministère de digitalisation. Mais on n'a jamais raconté le contenu. On parlait de 2045, neutralité, carbone. Mais comment expliquer? On parle du prix de l'essence les uns et les autres. On parle du soutien pour l'employé. Est-ce qu'il peut fiscalement faire valoir la distance entre sa maison et le lieu de travail, comme dans le passé? Est-ce qu'il faut augmenter, vu la flambée des prix de l'essence, etc. Moi, je juge sont des sujets secondaires. Mais les grands sujets européens n'ont pas du tout à être traités. Or, de l'autre côté, il faut dire, il y a, disons, un consensus relatif. Si je ne regarde pas dans les détails de la politique énergétique, si je ne regarde pas dans les détails de la politique de défense ou de la politique étrangère, il y a un certain consensus. Par exemple, tous les partis disent on est en faveur de la décision à la majorité qualifiée pour la politique étrangère. Même si l'expert Bitterlich leur dit ça sert à rien, parce qu'il n'y a pas de fonds commun, il n'y a pas de base commune à cet égard. Il faudrait procéder de manière différente. On dira bien il faut renforcer la politique de développement vis-à-vis de l'Afrique, qu'il faudrait faire une révolution à cet égard pour contrer la Chine et vraiment changer cette politique pour en faire une politique intégrée. Non, on n'en parle pas. La plupart des sujets ne sont pas touchés. J'ai lu aujourd'hui dans l'Internet une comparaison entre les différents partis, mais en réalité, je dirais, le parti politique allemand, sauf l'AfD, sauf l'extrême droite, et sauf en partie les communistes, les Die Linke, ne sont pas du tout contre l'Europe. Plutôt un réflexe pro-européen, s'il le faut. Mais avec, je dirais, différentes nuances. Par exemple, prenez le sujet des finances. Là, les chrétiens démocrates disent attention, ce qu'on a fait ensemble avec les Français au mois de juillet 2020, le post-Covid, c'est une affaire unique. D'autres disent ah oui, mais on pourrait peut-être développer une institution permanente par ça. Ils sont plus ouverts à l'égard, par exemple, de la dette. Les chrétiens démocrates sont plus durs à cet égard. Mais aussi les chrétiens démocrates ont dit oui cette fois-ci. Ça dépend comment vous emballez le paquet, quelque part. Mais l'Allemand, je dirais, n'est pas contre l'Europe, mais il a souvent le sentiment, et ça à tort ou à raison, hein, c'est leur perception, qu'on fait trop de politique européenne sur leur dos. Et certains, moi j'ai écouté ces dernières semaines, souvent le mot, ah oui, mais les Français ont voulu ces fonds européens pour financer ce qu'ils dépensent dans le post-Covid pour que l'Allemagne paye. Je réponds de manière assez dure là-dessus, que l'Allemagne profite aussi, il y a tout le monde qui profite, mais c'est un argument qu'on entend souvent. C'est-à-dire, pour moi, il faudrait beaucoup plus décoder le voisin, beaucoup plus expliquer la politique européenne, même chez le voisin, beaucoup plus que dans le passé. Il faudrait moins rêver que d'expliquer aujourd'hui. Pour moi, une véritable faiblesse de la politique européenne est le manque de connaissances, de part et d'autre, même de la part d'un bon nombre de journalistes.
Moi, j'ai passé, par exemple, cet après-midi 2 heures avec une journaliste hollandaise, grande experte en matière de politique européenne. Il y avait une question. Elle m'a bombardé de questions, mais une sensée après l'autre. Excellente. Mais un plaisir, parce qu'elle s'occupe de ça depuis 20 ans en profondeur. Mais ça, vous ne le voyez plus. Et moi, je passe beaucoup de temps, soit à Berlin, soit à Paris, pour décoder le voisin. Et parfois, je me dis, j'ai dépassé un petit peu l'âge pour le faire. Ou ça devrait être normalisé depuis longtemps. Il y a une chose qui est bonne, qui, moi, le développement le plus positif ces dernières années, c'est l'institution de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, les 50-50. Ça, pour moi, c'est une idée excellente qui permet enfin à cette connexion directe entre deux parlements, de manière régulière, non seulement à travers de leur porte-parole, d'ailleurs un Européen convaincu des deux côtés, mais aussi sur les problèmes de fond. Et j'espère que cette institution trouvera, je dirais, un mode de travail intensif pour aider les parlements nationaux et pour aider en même temps les deux pays pour avancer dans les affaires européennes. J'espère beaucoup. C'est presque plus important que le Parlement européen. Donc ma question, elle portait sur le couple franco-allemand, dans l'hypothèse que l'Allemagne passe plus à gauche, donc très à gauche dans le cas de Rot-Rot-Grün, un peu moins dans le cas de Ampel, et que la France, elle, reste à droite avec la REM ou vire plus à droite avec les Républicains, voire avec le FN. Bon, ça, on n'a pas envie d'y penser. Mais est-ce qu'on ne risque pas une certaine fracture du couple franco-allemand si les deux pays tendent plus vers la gauche et plus vers la droite? Est-ce que ça risque pas de briser la stabilité qu'on avait jusqu'ici avec Merkel dans le couple franco-allemand? J'espère que vous n'êtes pas journaliste. Pour une raison toute simple, j'ai entendu ces thèses déjà par des journalistes et je les trouve totalement infondées. Faites la chasse par le passé et vous allez voir tout d'un coup, sensation, Kohl et Mitterrand s'entendent. Ensuite, Kohl a vécu avec des gouvernements de droite, des gouvernements de gauche. Ça allait en général mieux avec la gauche qu'avec la droite. Et nous avons aussi une élection présidentielle allemande devant nous. Hein. Attention. Et certains disent déjà, s'il y a une majorité rouge-rouge-vert, on aura un président écolo en Allemagne et peut-être une présidente pour la première fois. Et il y a déjà des noms qui circulent. Et on aurait peut-être 2 femmes hein, de 2 côtés. Pourquoi pas? Mais moi, je ne vois pas un danger. Je verrais un danger en France s'il n'y a ni LR ni LREM. Là, il y a un danger. Là, il y aura un véritable danger, mais pas seulement avec l'Allemagne, avec d'autres aussi. Mais coalition, je vous dis franchement, je n'ose pas spéculer sur une coalition sur une autre. Dernièrement, des sociodémocrates m'ont clairement dit non, avec Die Linke, avec les communistes, on ne peut pas, vu leur attitude vis-à-vis de l'Europe, vu leur attitude vis-à-vis de l'OTAN, on ne peut pas. Ils rêvent, mais ils n'arriveront pas. D'autres disent ah non, non, avec les libéraux, on ne peut surtout pas non plus, parce que les libéraux, en réalité, ils sont à droite de la CDU, des chrétiens démocrates. Ça ne va pas non plus. Bien. Ça, il faut s'asseoir simplement, sonder après les élections, les uns avec les autres, et uniquement à un certain moment, ils vont aller voir consulter le président de la République qui donne un mandat de négociation pour essayer. Mais qui fera tout ça en toute légitimité, pas en tant qu'acteur, normalement, même si le président actuel a été dans ce rôle de faiseur de coalition dans le passé. Mais on verra les résultats. Ça peut être une surprise totale. Hein. Si
J'ai lu aujourd'hui un sondage particulier d'un spécialiste qui a calculé à partir des erreurs des dernières fois et qui est arrivé à une continuation de la grande coalition à Berlin, avec toute la difficulté pour les sociodémocrates d'aller voir leurs adhérents pour leur accord. Ce ne sera pas facile du tout. Par exemple, n'oubliez pas, il y a 18 mois, M. Scholz, leur candidat, a été désavoué entièrement par les membres. Il était candidat pour la présidence, et il a été désavoué. Et tout d'un coup est arrivé au pouvoir un tandem, je dis un tandem, ce qu'on appelle impossible, hein, d'un homme qui a été connu simplement comme chasseur de fortune illégale, hein, en achetant des CD en Suisse et au Liechtenstein, et une députée qui a été considérée comme une troisième violent au sein du Parlement allemand. Hein. Ouais. Et Scholz, qui avait ce que j'appelle une relation tout à fait, je dirais, honorable, a été rejeté comme un homme de droite. Pas de futur. C'est un homme no future. C'était drôle. Et tout d'un coup, il est leur candidat. Hein. Moi, je le respecte beaucoup, Olaf Scholz. C'est pas comme ça. C'est un homme politique très habile, assez ouvert, jamais fermé. Mais quand même, attention. Et il a aussi une difficulté beaucoup plus grande que ça existe en France. Hein. C'est le groupe parlementaire qui doit dire oui. Et ce n'est pas aussi simple que l'on pense. Vous savez, les systèmes allemands, ça va vers le bas, du bas vers le haut, et le système français du haut vers le bas. Là, vous avez les deux oppositions les plus complètes possibles. C'est pour ça, vous savez qui a la tête, pourquoi? Je vous donne l'exemple au Baden-Württemberg, qui est le numéro 2 des Länder allemands, la grande région industrielle, Stuttgart, l'automobile, à la tête, un vert, Kretschmann, qui a commencé ses débuts politiques comme marxiste-léniniste il y a 40 ans, vraiment extrême gauche, qui dernièrement, après les dernières élections, a dit clairement à son groupe parlementaire, je ne fais pas de coalition avec les sociodémocrates, ça n'a pas de sens, ils ne sont pas valables, je vais continuer ma coalition avec les chrétiens démocrates. Alors la base lui a dit, alors on fait un vote de la base. Il lui a dit, si vous faites un vote de la base, je vous dis au revoir, je pars aujourd'hui. Et uniquement là, la base a renoncé. Vous voyez, c'est particulier parce que cet homme a compris comment gérer un land en Allemagne, de manière très responsable d'ailleurs. Pour moi, c'est un des meilleurs des Länder, qui, avec 75 ans aujourd'hui, qu'il est devenu presque un sage, quelque part. Et des chrétiens démocrates le suivent gentiment. Vous voyez, il y a des différences aussi de personnalité, des personnages et de situation dans un land. C'est pour ça que je suis très inquiet du développement des énergies nouvelles en Allemagne, parce que ce que tu dis implique que ceux qui décideront du développement des énergies nouvelles et du rythme de développement des énergies nouvelles, ce sont les citoyens. Et ce sont les Länder. Mais Eric, on a déjà accéléré les procédures. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas aidé. Sachez simplement, lorsque vous voulez construire un pilier, il n'y a pas seulement les voisins, il y a aussi les Verts sur place. On voit ça actuellement autour de la construction, je dirais, de la première implantation industrielle dans le Brandenburg. Brandenburg, région agricole, et il y a un Américain qui arrive avec le nom Musk pour construire son usine de voitures électriques dans la région. Alors, même le gouvernement social-démocrate a un mal fou avec les Verts de faire passer le message. Là, il y a 2500 ou 3000 emplois, il y a une réputation pour les Landes, il y a ci et ça, mais attention, il y a telle bête,
tel, je ne sais pas quoi, tel oiseau ou autre chose qui bloque tout d'un coup, qui risque de bloquer toute la construction. Et ça, c'est le style. Et ça, je dirais, l'Allemagne est presque hors contrôle à cet égard. Mhm. On est devenu Un trop autre sujet démocratique dont on a... si l'on veut. On est devenu extrêmement démocratique. Voilà. Non, vous l'êtes depuis un certain temps. Mais un autre sujet que tu n'as pas mentionné et apparemment dont on ne parle pas, c'est en Allemagne, pendant la campagne, c'est le sujet de l'immigration. Enfin, je suppose que les partis d'extrême droite en parlent, mais le sujet de l'immigration. Est-ce que quand même ce sujet va émerger un peu plus dans la campagne? Il le fait depuis une semaine. Parce que Laschet a, ensemble avec Graham Karrenbauer, a lancé le sujet de sécurité intérieure, aussi avec des aspects européens. Ils reprennent un engagement de Helmut Kohl de 1991. Europol avec des compétences exécutives, une politique commune à cet égard, en matière d'immigration, en matière d'asile et en matière d'étrangers, oui, mais aussi en même temps renforcement de la sécurité, surveillance et aussi immigration surveillée et intégration renforcée. Et ça, c'est devenu un sujet soigneusement évité par les uns et par les autres pendant assez longtemps, mais soigné de l'autre côté par l'extrême droite. Oui. Mais ce sont les chrétiens démocrates qui l'ont tiré vers eux, le sujet maintenant. J'ai lu le papier n'est pas du tout mauvais, au contraire, il est même bon. Et pour moi, il y a une nécessité, et n'oubliez pas, la dernière fois que l'Europe a essayé de trouver un véritable consensus, c'était en 2018. Et à l'époque, la présidence autrichienne a renoncé à cause de la crainte que Mme Merkel ne pouvait pas dire oui. Et derrière les coulisses et la France, point d'interrogation. Quelqu'un a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une question, je vais vous la poser directement, c'est sur la politique étrangère. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Allemagne ne prend pas l'initiative de faire de la politique étrangère, car on ne lui a jamais vraiment donné la possibilité de le faire? Non, l'Allemagne aimerait bien être présente, aimerait bien être là. Et l'Allemagne prend aussi quelques initiatives, c'est pas comme ça. Sauf l'Allemagne voit la politique étrangère comme une politique purement étrangère, sans l'aspect militaire. On ne mélange pas les deux, ce que la France aime bien faire. C'est normal aussi pour moi. Mais les Allemands ont une certaine crainte à cet égard. N'oubliez pas, s'il vous plaît, regardez tous les essais de trouver un accord avec la Russie sur l'Ukraine, regardez les essais avec la Turquie, qui a été en tête. Merkel. Et personne d'autre. Pas les ministres allemands des Affaires étrangères, non. Merkel. Comme signal de politique étrangère allemande. Et évidemment, les Allemands souhaiteraient qu'on fasse davantage de politique commune européenne, oui. Mais je pense que les Allemands sont aussi réalistes que le tronc commun réel entre Européens n'est pas aussi développé que l'on pense. Ben on l'a bien vu avec cette initiative franco-allemande de créer un pont diplomatique plus officiel avec la Russie et qui finalement n'a pas abouti. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi les deux ont demandé l'accord des autres. Oui, mais… Moi, je les aurais simplement informés qu'on a l'intention de continuer les pourparlers avec M. Poutine. Point. C'est une continuation. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les deux l'ont fait.
ne comprends pas du tout. Cette réaction était prévisible des autres, surtout des Polonais. Il fallait les intégrer, les amadouer et les intégrer de quelque manière. Éric, pour moi, une des grandes lacunes de ce qu'on a fait en Europe, c'est l'intégration à l'Est. Pour moi, une des grandes lacunes où les Européens, même de l'Ouest, auraient dû agir beaucoup plus pour aider à construire des sociétés politiques, à ancrer des partis politiques et leurs programmes, et à créer une véritable base d'une politique européenne. On n'a pas assez fait dans ces pays-là. Oui, et on le paye. On le paye. Monsieur Troche, prochain, si je ne me trompe pas. Oui, ma question est extrêmement simple. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond, le peuple allemand rêve d'être un peu une nouvelle Suisse et que, j'allais dire, l'Europe existe, je dirais, dans les discours, mais qu'au fond, en plus avec un partenaire français qui est maintenant, de par sa situation économique, financière, est loin derrière les Allemands, que finalement, l'Allemagne rêverait d'être effectivement une espèce de Suisse avec peut-être le parapluie américain en matière de sécurité, encore il a été un peu affaibli. On fait ce reproche aux Allemands. Je l'entends assez souvent que l'Allemagne, c'est la grande Suisse, en réalité, où c'est le rêve des Allemands. Comme ça, ils n'ont pas besoin de décider un certain nombre de questions qui sont dures ou difficiles. Aussi, où les Allemands l'aiment voir à la lumière du passé. D'où, je dirais, un certain nombre de difficultés. Mais de l'autre côté, nous avons surmonté ces aspects progressivement dans les années 90, à l'époque. Schröder encore a joué là-dessus. Seuls les Verts avaient des problèmes dès le départ. Fischer a dû argumenter sur Auschwitz pour envoyer des troupes direction Kosovo à l'époque. Et un petit peu la Suisse, oui, ça joue un rôle, oui. Hein? Et pour beaucoup d'Allemands, le français est toujours, je dirais, la puissance du passé, agressive quelque part. Qu'est-ce qu'ils font en Afrique, les Français? Pourquoi ils ne laissent pas tomber finalement? C'est le passé. Vous comprenez? D'autre part, les Allemands sont rattrapés pour le passé, même par le passé africain qu'il y a eu il y a 100 ans. Il y a un grand débat en Namibie actuellement avec les Allemands. Oui, je le connais. Il y a plus que 100 ans. Mais, curieux, mais les Allemands, c'est pas loin. Par exemple, nous sommes un petit cercle d'anciens des affaires étrangères. Nous essayons de promouvoir un débat sur la politique de défense. Jusqu'à maintenant, impossible de le faire passer. Dans une minorité au sein du Parlement, pas de problème. Mais j'ai un doute si on peut atteindre une majorité au sein du Parlement sur une politique intégrée en matière de défense. Même si je renonçais entièrement au nucléaire militaire, j'ai du mal à imaginer une majorité au Parlement. Mais ce que j'appelle, c'est une vengeance quand c'est pas du tout occupé du sujet pendant des années. Pour Merkel, c'était loin. Merkel, en réalité, s'est jamais mêlée d'affaires militaires. Elle a été hier, je crois hier, oui, au remerciement pour les troupes qui ont participé à l'opération d'évacuation à Kaboul. Et les gens lui ont reproché avant. Pourquoi elle n'était pas présente dès le départ lorsqu'ils sont arrivés? Elle aurait pu y aller. Mais non, mais ce n'est pas son réflexe politique. Merkel a le grand réflexe qu'on appelle liberté. Liberté, c'est quelque part américain. Et américain, pour elle, c'est une des déceptions les plus profondes, Trump, si vous voulez. Et l'espoir était Biden. Mais l'Allemagne n'était pas du tout préparée à la politique étrangère américaine, même sous Biden. Pas du tout. Et d'où
véritablement, ce que j'explique, les alliés, les amis devraient aider davantage l'Allemagne à trouver une place et un rôle. J'ai passé dernièrement une demi-nuit avec des députés réfléchissant quel rôle pourrait-on trouver pour les Allemands dans une armée européenne. Vous comprenez? Oui. Les Allemands peuvent faire la logistique, ok. Ça, oui. Mais dès que ça brûle devant, attention. Donc, la première chose, par exemple, lorsque je pense, commandant malheureux allemand à Kunduz a identifié un grand tank comme armée côté taliban et a demandé du support aérien par les Américains qui l'ont bombardé, qui ont tué une quinzaine de civils. Le lendemain, il a été déposé plainte contre lui devant, en matière pénale en Allemagne. Vous comprenez? D'où il y a certaines difficultés. Les Allemands, moi, à l'époque, même dans les années 90, en Bosnie, j'avoue, j'avais peur du premier mort allemand dans la lutte en Bosnie. J'avais peur de ça. Comment la population allemande va-t-elle accepter le premier soldat mort dans le combat? Ça va aujourd'hui à peu près, oui. Mais on a eu du mal à accepter ça progressivement. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de soutien des amis. Je raconte depuis des années à des ministres français de la Défense et des Affaires étrangères, allez s'il vous plaît régulièrement au Parlement à Berlin, allez en commission, faites un briefing comment vous ressentez les sujets de fond de politique internationale et de défense. Expliquez-vous avec un briefing pas du tout diplomatique, mais de manière claire. Faites ça pour aider les Allemands à trouver leur place. Un m'a répondu, écoute, je ne peux pas le faire, c'est la matière réservée du président de la République. Hein. Je dis, si tu vas voir le président de la République, tu auras bien sûr un OK, ouais, pas de souci. Et il m'a dit ensuite, mais vous savez, c'est quand même drôle, l'Assemblée nationale pourrait demander la même chose. Terminé. Débat terminé. C'est dommage un petit peu. D'autres pays européens pourraient faire la même chose. Il n'y a plus, si vous voulez, cette culture à cet égard. Avec une minorité de députés, on peut discuter l'approche de politique étrangère intégrée, où il y a évidemment le commerce qui joue son rôle, l'investissement, mais où il y a aussi la politique étrangère, où les militaires jouent son rôle, même les renseignements. Mais ça, avec une minorité, vous pouvez le faire, mais c'est difficile. Chers amis, est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, j'en avais juste une. Tu as parlé de la question de la relance post-Covid. Est-ce que les Allemands s'inquiètent vraiment du quoi qu'il en coûte? Oui. Ma réponse est simple, oui. Mais de l'autre côté, ils avaient confiance en Draghi. Comme, à mon avis, ils ont confiance en Christine Lagarde. Mais c'est la confiance dans la personne. Ils comprennent bien la réaction de Draghi. Et finalement, ils disent il a bien mené la barque, finalement. Hein, et jusqu'à maintenant, le même jugement est valable pour Christine Lagarde, qui était plutôt une candidate Merkel qu'une candidate Macron. Mais les Allemands, bon, on les appelle des frugaux, oui, à cet égard, oui. Notre grand débat a été toujours, et ça, c'est le long des années 90, même encore il y a quelques années, c'est l'Allemagne est le payeur de l'Europe. Même si l'argument ne tient pas, il est faux,
C'est vrai, l'Allemagne paye le plus, OK, mais l'Allemagne profite aussi plus que d'autres, ou sait profiter plus que d'autres. Et pour moi, ce n'est pas un argument valable. Mais régulièrement, ça monte. Par exemple, lorsque la dette française a dépassé les 100% de PNB, hein, automatiquement, on avait des voix au sein du Parlement qui disaient « Ah, est-ce que les Français sont encore capables de rembourser ?» Ou est-ce qu'ils ne cherchent pas à… Automatiquement. Je dirais, là, chez les Allemands, il y a une sensibilité. Un budget équilibré pour un Allemand, c'est quelque chose de normal. C'est un objectif sain. Et même un ministre des Finances social-démocrate était fier de l'avoir atteint jusqu'au Covid. Et l'idée de bâtir à partir de là de nouvelles marges en politique était claire. Mais l'Allemand, je dirais, est plus prudent. L'Allemand a, malgré le temps, toujours le passé en tête. Une période extrêmement difficile après la guerre, oui. Et en plus, mais ça, il connaît encore par la littérature, c'est tout, le développement au début des années 30, qui a amené au nazisme. Mais l'Allemand est beaucoup plus prudent à cet égard que le Français, oui. Bon, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on est tellement passionné par le sujet qu'on pourrait encore y passer 1 heure. Mais si vous avez la télévision allemande, regardez, il y a depuis quelques minutes le dernier débat avant les élections entre les leaders des 6 partis politiques en route. Écoute, en tous les cas, je te promets qu'on te réinvitera après les élections, peut-être après, quand un gouvernement stable sera au pouvoir, et parce qu'on ne peut pas ne pas parler en permanence de l'Allemagne, parce que nous qui sommes pro-européens, nous savons qu'on ne pourra pas progresser sans l'Allemagne. Donc, merci encore. Faisons notre mieux et espérons qu'on aura une majorité assez stable, une majorité plutôt pro-européenne et un gouvernement qui puisse travailler avec le voisin aussi vite que possible. Mais merci beaucoup, Joachim. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci de votre participation.